Cela a fait 1 an le 23 octobre dernier que le label ISR, Investissement Socialement Responsable, a été étendu aux fonds immobiliers. L'occasion de dresser un premier bilan de son impact sur le secteur, mais aussi de se pencher sur ses récentes évolutions. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Et pour en parler, avec Anthony Denet, journaliste Imo Week, nous recevons Anne-Claire Barbery, responsable RSE et innovation au sein du groupe Perial. Elle nous parle tout d'abord de l'impact que le label ISR, Investissement Socialement Durable, a eu sur la collecte. Alors effectivement, le label ISR pour les fonds immobiliers fête son premier anniversaire. Perial Asset Management a fait partie des entreprises qui ont participé en fait à ce volet immobilier. Donc on était ravis quand tout s'est accéléré et que cette possibilité était ouverte aux fonds immobiliers. Alors il y a 1 an, tout le monde se posait beaucoup de questions sur comment ça allait se passer. Est-ce que le label allait être vraiment pris en compte ou est-ce qu'au contraire, il allait être un petit peu réservé à certaines sociétés ou à certains fonds qui étaient déjà très engagés? En l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'on peut citer comme chiffres qui vont démontrer la dynamique, c'est par exemple à fin septembre, les fonds immobiliers labellisés ISR représentent 20% de la capitalisation des véhicules grand public. Au 3e trimestre, les fonds labellisés ISR immobiliers ont capté 11% de l'ensemble de la collecte nette de l'ensemble des fonds grand public. Et aujourd'hui, ça représente 23 milliards de capitalisation et surtout, ça couvre 18 sociétés de gestion qui donc ont fait labelliser au moins un de leurs fonds. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, il y a une forte dynamique, que finalement, ça représente une part de marché importante. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis à nombre de fonds et à nombre de sociétés de gestion de s'engager dans la démarche qui permet d'avoir un socle commun d'exigences sur ces fonds, mais aussi permet de favoriser des approches différentes, puisqu'aujourd'hui, les sociétés de gestion ont des approches d'investissement responsable différentes. Donc, c'est à la fois un socle d'exigences communes et à la fois une possibilité d'innover et d'améliorer aussi toute la recherche sur ce sujet-là. Alors c'est rassurant, effectivement, ce que vous nous dites, parce qu'au départ, lorsque vous vous posiez des questions, au moment où le label a été mis en place, vous disiez peut-être si on le donne trop, enfin s'il est trop donné, il n'aura pas de valeur, s'il n'est pas assez donné, il n'en aura pas non plus. Donc là, il y a un juste milieu finalement. Moi, je trouve qu'il y a un juste milieu. Il y a encore une fois une forte dynamique. Et ce qu'on démontre, ce qu'on remarque en tout cas sur les fonds qui sont labellisés aujourd'hui, c'est qu'à la fois les gros fonds qui étaient très attendus sur le sujet ont été labellisés, mais également des fonds plus petits qui sont plus récents ou qui viennent de se créer en profitent pour intégrer la démarche du label ISR. Donc voilà, je pense que c'est un très bon bilan qui est fait aujourd'hui. Et effectivement, initialement, on avait un peu la crainte, on ne savait pas exactement si ça allait être trop facile ou au contraire trop dur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une très bonne dynamique et on montre que ça fonctionne bien, mais il y a aussi également une réforme du label qui est entamée et qui va permettre de continuer en fait cette évolution-là. On va y revenir dans un instant, mais peut-être on va entrer dans le détail des fonds qui sont labellisés ISR chez Perial. Anthony ? Et justement, donc l'un des 2 fonds, à savoir la SCPI PFO2, consacré à l'immobilier de bureau, fait écho aux transformations du bureau justement depuis maintenant 1 an, notamment avec la crise de l'immobilier de bureau. On souhaiterait avoir votre vision justement sur l'avenir de cet immobilier et savoir si un rebond est possible dans le contexte actuel. Alors effectivement, PFO2 labellisé ISR depuis décembre 2020, aujourd'hui représente plus de 2,5 milliards d'actifs sous gestion. C'est la 2e plus grosse SCPI labellisée en capitalisation et la première en nombre d'immeubles. Ce qu'on a vu, c'est que la dynamique par rapport au label ISR, c'est que finalement, comme on était très entendu sur ce sujet-là, évidemment la collecte s'est poursuivie. Effectivement, c'est une SCPI qui investit majoritairement dans du bureau, dans les grandes métropoles en France et en Europe. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que en fait, que ça soit sur PFO2, sur nos autres fonds, l'actif du bureau aujourd'hui, il doit muter. Mais en fait, toutes ces accélérations-là et toutes ces transformations, c'est des signaux qu'on avait déjà entendus avant la crise, à savoir d'avoir des actifs qui sont bien localisés, qui sont serviciels, qui sont sobres en énergie et qui permettent des conditions de confort et de santé optimales pour les utilisateurs, en termes de productivité pour les entreprises. Et également, et ça c'est peut-être aussi un accélérateur dans le cadre de la crise aussi,
c'est d'éviter de figer une typologie associée à ce qu'on appelle un immeuble de bureau. Donc, quand on dit immeuble de bureau, on pense entreprise, mais en fait, ça reste un immeuble, ça reste un bâtiment, un objet construit qui existe au sein d'un quartier, d'un territoire et qui pourrait être utilisé par d'autres utilisateurs sur une plage d'utilisation plus longue. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la plasticité du bâtiment. C'est comment on l'optimise en termes d'intensification d'usage et comment on l'ouvre à d'autres typologies d'utilisateurs. Et ça, je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser absolument. Et en fait, c'est pas du tout la mort du bureau, c'est la transformation du bureau, mais c'est aussi la transformation des actifs au sein de leur territoire. L'immobilier de bureau, même s'il subit une crise actuellement, n'est pas mort pour autant. Il doit se renouveler, notamment au niveau de ses actifs. C'est ce que nous explique Anne-Claire Barbery, responsable RSE et innovation au sein du groupe Perial. Le groupe Perial qui voit 2 de ses fonds d'investissement labellisés ISR, investissement socialement durable. Le premier de ces fonds, comme Anne-Claire Barbery l'expliquait, étant la SCPI PFO2, qui concerne essentiellement des actifs du tertiaire. Du coup, Anthony Denet a voulu en savoir plus sur la perception d'Anne-Claire Barbery sur l'immobilier de bureau de demain. Je pensais que le bureau est voué à devenir un lieu avec des multiples possibilités et de multiples services, en tout cas qu'il doit aller vers une évolution logique et ne pas rester figé dans ce qu'il était auparavant. Absolument, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte post-confinement que on a envie de revenir au bureau pour voir les gens, pour échanger, pour avoir des idées, pour se rencontrer, pour sociabiliser. Pour avoir des amis. Enfin, il y a quand même un enjeu assez important là-dessus. Donc ça, je pense que c'est des raisons qui vont, tout le monde en a pris particulièrement conscience là. Et donc voilà, pour moi, un immeuble de bureau, c'est d'abord un lieu d'échange, un lieu de rencontre. On nous pose aussi évidemment beaucoup la question sur le sujet du télétravail, puisqu'au-delà de la crise, il y a quand même un enjeu d'accélération du télétravail. Il y a un certain nombre d'études qui ont démontré qu'au-delà de 2 jours et demi de télétravail, on perd en productivité. Donc il faut aussi repenser les lieux pour améliorer la productivité. Donc on peut se poser la question de bureaux satellites qui sont à mi-chemin entre le siège et chez soi. Et un résultat assez intéressant d'une étude, c'est qu'on ne peut pas innover chez soi. C'est-à-dire que pour innover, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on ait des lieux, des méthodes, des lieux inspirants, des outils particuliers. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul devant un écran Teams. Et donc, est-ce que vous pensez que l'open space, justement, est un espace qui est voué à devenir la norme avec des bureaux peut-être décloisonnés pour en faire des espaces davantage de rencontres et d'échanges sur les lieux en présentiel pour pouvoir justement créer des interactions et maintenir un lien entre les équipes? Alors la question de l'open space, elle est complexe, hein. Je pense que la tendance, effectivement, c'est d'ouvrir davantage les espaces de travail. Évidemment, après, la question se pose sur les nuisances, sur la faculté à se concentrer. Chacun a un peu c'est aussi ses capacités à être plus ou moins concentré en fonction du niveau de bruit ambiant, et cetera. Je pense qu'au-delà de la question bureau cloisonné, bureau ouvert, je pense qu'il faut multiplier les typologies de lieux de travail. C'est-à-dire qu'au sein d'une même journée, je vais avoir envie de me concentrer, je vais avoir envie d'échanger, je vais avoir envie pendant 5 minutes, de passer un coup de fil perso, je vais avoir envie de me restaurer sainement, je vais avoir envie, pourquoi pas, de me balader au sein du bâtiment pour favoriser l'activité physique. Et tout ça, en fait, favorise un équilibre parfait et favorise aussi la productivité, le confort et le bien-être des salariés quand on parle d'un immeuble de bureau. Donc, évidemment, je pense que la tendance fait qu'on va davantage vers des bureaux ouverts, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit dégrader le niveau d'exigence en termes de confort. Et ça, je pense qu'il y a énormément d'exemples aujourd'hui de bureaux qui se transforment. Nous, on a fait aussi ce constat-là, puisqu'on a changé de bureau. On était dans des espaces assez cloisonnés jusqu'à il y a 1 an. On a déménagé il y a 1 an pour arriver dans des bureaux complètement rénovés, qui sont ouverts, mais qui permettent aussi de travailler dans des espaces différents, des salles de réunion plus ou moins grandes, réservables ou non, des espaces plutôt de confidentialité, des espaces plus de convivialité, de cafétéria, de restauration, des espaces de repos. Notre bâtiment est le premier en France à être labellisé Fitwel et Cycling Score. Donc Fitwel, un référentiel d'origine américaine qui qui valorise les bâtiments sur les sujets de confort et de santé, et Cycling Score sur le sujet de mobilité douce.
qui permet de favoriser l'accueil, par exemple des cyclistes, des personnes qui viennent en trottinette ou également qui se déplacent en marchant pour garantir des infrastructures adaptées à l'accueil de vélos, de trottinettes, etc., de douches pour se changer, etc., etc. Voilà, nous, c'est vraiment la transformation majeure qu'on a faite et on voit, moi j'ai pu le constater à titre personnel, que c'est très agréable d'échanger avec des personnes avec qui on n'a pas forcément l'occasion d'être en réunion tout le temps et forcément des idées naissent, des échanges, une relation se tisse et une époque où on est de plus en plus, on a été de plus en plus isolés, je pense que c'est important de recréer ce lien et je pense que le lieu de travail, le bureau doit être un lieu de sociabilisation avant tout. Ça fait partie de vos responsabilités lorsque vous êtes arrivé chez Perial, justement, puisque vous êtes responsable RSE, Oui. justement, de vos missions plutôt, ça fait partie de vos missions. Alors, c'était un projet évidemment qui avait été lancé avant que j'arrive, mais évidemment, ensuite, il y a eu un enjeu d'animer en fait tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices sur site autour de sujets qui sont clés pour nous, notamment les sujets de RSE. Donc, il y a évidemment un certain nombre d'événements qui sont créés en lien avec la direction marketing communication, en lien avec les DRH pour fédérer, pour sensibiliser, pour former et finalement créer du lien en fait entre les équipes. Le bureau qui reste donc un espace essentiel pour créer du lien entre les collaborateurs d'une entreprise. Du coup, le fait d'investir dans l'immobilier de bureau et notamment dans la SCPI PFO2 de Perial reste rentable selon Anne-Claire Barbery. Nous n'avons pas parlé du deuxième fonds d'investissement Perial, labellisé ISR, Investissement Socialement Durable. Anne-Claire Barbery nous le présente au micro d'Anthony Denet. Exactement, donc à savoir la SCI Perial Eurocarbone, lancée en décembre dernier, labellisée dans la foulée, je crois même avant la création de ce fonds, et on aimerait savoir avec presque un an de recul maintenant où en est justement cette SCI Perial Eurocarbone. Alors, Perial Eurocarbone a été créé effectivement grâce aussi à l'expertise qu'on avait pu accumuler depuis 2009 sur PFO2, puisque PFO2 c'était une SCPI, c'est toujours une SCPI qui depuis 2009 en fait intègre des critères extra-financiers dans sa stratégie d'investissement et de gestion. À savoir réduire de 40% la consommation d'énergie de chaque bâtiment sous 8 ans et de 30% la consommation d'eau de chaque bâtiment sous 8 ans. Donc ça, c'est PFO2. Et Perial Eurocarbone, on a souhaité s'adresser sous format SCI à des investisseurs institutionnels et de manière indirecte à des épargnants puisque le fonds est disponible en UC dans les contrats d'assurance vie, en partant du constat que donc on avait traité les indicateurs énergie et eau sur PFO2. On souhaitait maintenant se focaliser sur l'indicateur carbone. Pour cela, on a travaillé sur une méthodologie simple, maîtriser les consommations d'énergie des bâtiments du portefeuille et donc les émissions de gaz à effet de serre associées, éviter les émissions, les réduire, puis, in fine, quand on a fait notre maximum sur le sujet, financer des projets de compensation qui permettent en fait de participer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au-delà de notre périmètre direct. Typiquement en finançant des projets de reforestation en Europe ou des projets plus à co-bénéfices environnementaux et sociétaux dans les pays émergents. Ça, on le fait avec un partenaire. Et voilà, donc ça là, c'est le début, c'est la première année. Donc on fera un bilan carbone au premier trimestre de l'année prochaine pour évaluer ces émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on identifiera une présélection de projets de compensation qu'on proposera en assemblée générale à nos investisseurs qui pourront voter pour les projets qui leur semblent les plus pertinents. Alors, vous avez déclaré que le label ne constitue pas un aboutissement pour nous, acteurs de l'investissement immobilier engagé, mais renforce notre volonté de mettre en pratique des stratégies toujours plus exigeantes et de poursuivre notre trajectoire pour inventer l'immobilier de demain. On a envie de vous demander justement quelle stratégie vous parliez justement et si vous aviez déjà des idées en la matière à mettre en application dans les semaines et les mois à venir. Alors, en fait, le label ISR, c'est un formidable socle pour tous les fonds, toutes les sociétés de gestion qui souhaitent vraiment s'engager de manière forte sur l'investissement responsable. Chaque fonds a la possibilité de proposer des objectifs environnementaux ou sociaux, sociétaux ou de gouvernance. Donc nous, on est ravis qu'il y ait eu vraiment une accélération sur ce label-là. Je pense que ce qu'on a envie de pouvoir accélérer à l'échelle du secteur, c'est vraiment
la notion d'impact en fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est un des constats du rapport de l'IGF suite sur le référentiel du label, c'est qu'aujourd'hui il est assez peu clair pour les épargnants de savoir quand ils investissent dans un fonds labellisé ISR, quel est l'impact réel que eux ont. Donc nous, c'est un travail aussi qu'on a fait en amont, puisqu'on nous posait aussi beaucoup la question, et ça, on est ravis de voir qu'à la fois nos clients finaux et nos partenaires CGP se posent de plus en plus ces questions-là, qui nous disaient, par exemple, quand j'investis 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros dans PFO2, quel est l'impact en termes d'impact carbone de ce que j'investis et comment, finalement, c'est mieux que d'investir dans un autre fonds. Donc, on a fait un travail avec Carbone 4 sur ce sujet-là et on a montré, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a montré que finalement, c'était plus impactant, plus vertueux d'investir dans PFO2 que de laisser cette même somme dans une banque, même une banque assez engagée. Donc, c'est un vrai impact. Et ça, c'est compliqué de le faire parce que ça demande pas mal d'analyse, pas mal de données. Et ce qu'il faut aussi pouvoir accélérer, c'est de faire la même chose sur tout un tas d'autres thématiques. Typiquement, aujourd'hui, l'impact social est très complexe à mesurer, même sur des fonds immobiliers, en fonction de la thématique, en fonction des valeurs de la société de gestion. Chacun va avoir un peu son prisme. Et je pense que c'est aussi la responsabilité de sociétés de gestion comme Perrial Asset Management de tirer un peu, d'innover sur la définition de tels impacts, de tels indicateurs, pour ensuite rendre ça presque mainstream, en fait. Et c'est un peu l'objectif. Il y a de plus en plus d'initiatives, d'ailleurs, vous évoquiez le social, mais dans l'inclusion. Il y a de plus en plus de professionnels de l'immobilier qui vont vers ça aujourd'hui. Donc, ça va dans l'esprit que vous évoquiez à l'instant. Absolument. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus de fonds qui sont, en tout cas, avec une approche très forte en termes d'impact social, qui sont assez thématiques, qui peuvent investir dans des actifs de santé, des actifs qui permettent d'accueillir des populations qui ne peuvent pas être hébergées dans d'autres conditions, etc. Donc ça, c'est effectivement, il y a une accélération sur ce sujet. Il y a d'autres labels qui existent. Finansol existe depuis très longtemps et permet aussi de valoriser ces démarches-là. Mais pour que tout ça puisse être mieux appréhendé, que ce soit beaucoup plus simple quand on souhaite créer un fonds ou quand on souhaite même transformer un fonds pour le rendre à impact. Là, il y a un travail assez formidable de tout le secteur au-delà de l'immobilier sur la définition d'une méthodologie à impact, de savoir comment on structure un fonds, comment on mesure, quels sont les objectifs à identifier, comment on reporte ça, comment on l'explique. Et ça, je pense qu'il y a aussi un volet pédagogique extrêmement fort. Alors, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, on est très, très challengé par nos clients, mais il y a une grosse attente là-dessus. Donc, je pense que ça, voilà, tout va s'accélérer, que ce soit effectivement des démarches volontaires, des démarches méthodologiques de place. Et il y a un volet très fort réglementaire qui arrive en Europe, que ce soit le règlement de disclosure, la taxonomie, en France, la loi énergie-climat, qui va en fait, au fur et à mesure, un peu forcer les sociétés de gestion à finalement à déployer des démarches d'investissement à impact. In fine, voilà. Donc, en fait, tous ces cadres-là poussent vraiment très très fortement tous les acteurs pour accélérer en fait leur démarche. Merci Anne-Claire Barbery pour son expertise sur le label ISR, investissement socialement durable, et pour ses informations concernant les 2 fonds d'investissement Perrial, labellisés ISR, la SCPI PFO2 et la SCI Perrial Eurocarbone. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.